Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? On vous a parlé de la rentrée, on vous a parlé des allocations, le temps change, il commence à pleuvoir, à faire moins beau et il y a tout un tas de petites maladies qui arrivent. Et je vais vous le dire, on parle un peu parfois de notre vie. Il m'est arrivé il y a quelques jours la plus belle chose qui puisse arriver sur Terre. J'ai eu un enfant. Et qui dit enfant parle de maladies et surtout de vaccins qui arrivent au bout des 2 mois. Donc sur le coup, on m'en a parlé, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, Thierry, c'est quoi le vaccin? Salut Sylvain, salut tout le monde. Eh ben, déjà pour commencer, félicitations, même si je te l'ai évidemment dit, mais je tiens à te le dire aussi publiquement, il n'y a pas de raison. Merci, merci. Écoute, comme quoi tout arrive. Tout arrive et puis en plus, tu as la chance d'avoir un bébé qui dort bien la nuit et j'imagine tous nos auditeurs qui vont dire, waouh, la chance qu'il a. Faudra que Elle tu me donnes est, ton astuce. elle est très calme, effectivement. Pour l'instant, je touche du bois. Et effectivement, donc vaccin. Alors, spoiler alerte, on va faire comme on fait d'habitude dans nos épisodes, pardon, de parler factuellement des vaccins. On va pas parler sur les notions d'antivax, etc. C'est pas le sujet du tout. C'est factuellement ce qu'est un vaccin et tout ce qui en découle. Ok. Donc, d'un point de vue définition pure déjà, parce qu'on se dit un vaccin, bah, c'est un truc qu'on nous injecte, mais en gros, c'est quoi ce truc? Donc, il faut savoir qu'un vaccin, c'est une préparation biologique qui a pour but de stimuler le système immunitaire d'une personne afin qu'il apprenne à se défendre contre une maladie spécifique sans avoir à contracter cette maladie. Donc, je vais Ok. revenir évidemment sur ce fonctionnement. En d'autres termes, donc c'est un moyen de, on va dire entre guillemets, préparer le corps à lutter contre un agent infectieux, donc un virus, une bactérie, avant qu'il n'y soit exposé. Donc, en gros, on le prépare de manière spécifique à une maladie, en gros, spécifiquement, si j'ai bien compris. À une maladie et de très schématiquement, c'est de dire au corps attention, tu pourrais être atteint par telle maladie et je vais te préparer à lutter contre cette maladie et je vais te donner toutes les pistes. Tu n'auras pas à chercher, tu sauras exactement quoi faire si tu es exposé. D'accord. Alors là, tu vas expliquer comment fonctionnent les vaccins. Je peux me permettre en avant-première de te dire, moi, la seule petite chose que je pense savoir, tu me diras si c'est bon ou pas. J'avais cru entendre qu'on injecte en gros une petite partie, une petite souche de la maladie, mais pas suffisamment pour la contracter, mais qui permet de générer des défenses immunitaires, si j'ai bien retenu ma leçon. Dans les grandes lignes, c'est ça. En fait, le principe de la vaccination, ça repose sur ce qu'on appelle la mémoire du système immunitaire. Et donc, il y a différentes étapes par rapport à ça. En fait, il y en a trois. La première, c'est, et ça rejoint ce que tu disais, l'introduction de ce qu'on appelle un antigène. Donc, en fait, un vaccin, il contient une version affaiblie ou inactivée d'un agent pathogène, donc on va dire le microbe, pour faire simple, Mhm. ou simplement une de ses parties, donc l'antigène, euh, qui en fait ne peut pas causer la maladie. Donc c'est un peu comme si on dirait je te mets le virus, mais j'ai enlevé sa manière d'attaquer, etc. Mais tu as quand même le virus, donc tu vas pouvoir le reconnaître. Ok, c'est un virus, mais en mode light, quoi. Moi, je pensais que c'était. Alors, tu vois, ça, je ne savais pas. Je pensais que c'était genre le virus en très très petite quantité, mais naïvement, je savais pas qu'il était retravaillé, ce qui paraît logique, hein, tu vas me dire, pour ne pas générer la maladie. Ok, donc ça, c'est l'introduction de l'antigène. Voilà, et également les vaccins les plus récents, et en particulier, et on a très certainement tous entendu parler, les fameux vaccins ARN messagers ou ARNM comme quand on en parle. Là, c'est un petit peu différent, c'est qu'ils contiennent du coup le code génétique qui permet à nos propres cellules de produire cet antigène. Le code génétique, en deux mots, hein, c'est l'espèce de cartographie du corps. Donc le code génétique, donc les gènes, c'est par exemple ça qui permet de définir si la personne, je fais ça très simple, hein, va avoir les cheveux blonds ou bruns, les yeux bleus ou bruns, etc. Tous ces trucs-là. Et donc, euh,
les vaccins ARN messagers, donc ils contiennent carrément le code génétique, un peu comme une espèce de code de programme informatique. Et donc pour savoir, voilà j'allais dire le vaccin, le microbe fonctionne. Et donc comment est-ce que tu vas devoir comment tu vas devoir réagir. C'est assez proche d'ailleurs des antivirus sur les ordinateurs. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle comme ça. On Ok. parle de signature en informatique, donc de dire si tu vois ce genre d'éléments apparaître, voilà ce qu'il faut faire pour du coup le contrer. Ok. Donc là, en gros, on introduit l'antigène ou une part light du vaccin et on attend une réponse immunitaire du corps. Et comment ça fonctionne, cette réponse? Exactement. Donc du coup, au moment où donc le microbe arrive dans le corps, bah, l'antigène il est reconnu par le système immunitaire comme un corps étranger. Et en réponse, l'organisme, donc quand on dit l'organisme, c'est ton corps, hein, pour faire simple, il active ses défenses immunitaires et il produit donc des anticorps pour neutraliser ces antigènes. Donc comme je disais précédemment, si on lui a dit attention, voilà par quoi tu peux être attaqué, voilà comment contrer. Et donc quand le virus, enfin le microbe arrive, le corps donc sait quoi faire et du coup il le fait et il crée également des cellules mémoire qui se souviennent de l'agent pathogène pour un peu dans la même idée, là où on le prépare, pouvoir dire et si dans le futur tu es de nouveau attaqué de la même manière, eh ben tu sauras dans le temps comment réagir. D'accord. Est-ce que c'est possible, je vais te poser une question qui n'a peut-être aucun sens, mais par exemple, si effectivement tu prépares ton corps avec des réponses immunitaires, donc dans le futur, tu es amené à être confronté et donc là, ton système va réagir. Et est-ce que c'est possible malgré tout que tu contractes quand même la maladie, mais qu'elle soit minimisée, on va dire, parce que tu as déjà des défenses immunitaires, ce qui fait que tu l'as, mais de manière beaucoup moins forte. Je sais que par exemple avec la grippe, j'avais déjà entendu des gens qui disaient ah je l'ai quand même eu, mais plus soft, quoi. Exactement, hein. Et du coup, bah justement avec les cellules mémoire, alors soit ça va permettre vraiment à ce que le corps puisse être capable de vraiment, on va dire par exemple, détruire le virus tout de suite, soit effectivement il va devoir quand même schématiquement attaquer. En même temps où j'explique ça, j'imagine les épisodes, tu sais, de la série l'histoire de la vie, etc., avec les petits bonhommes, Ah etc. ouais, belle époque, très belle époque. Donc, soit schématiquement, il est capable de dire, OK, je sais comment faire, je prends le marteau, je lui tape dessus et je lui explose la tête et on n'en parle plus. Soit sinon, je le grignote par petits morceaux. Et forcément, donc, il y a quand même une réaction du corps parce que le corps se fait quand même attaquer. Mais à la fin, on arrive quand même à faire quelque chose. Donc, c'est exactement ce point-là. Hein. Du coup, la personne qui est vaccinée et qui est exposée plus tard à l'agent pathogène, bah, son système immunitaire, grâce donc aux fameuses cellules mémoire, va reconnaître immédiatement et produira du coup rapidement les anticorps nécessaires pour le combattre et l'éliminer, empêchant du coup la maladie de se développer ou bah, d'être grave, donc d'avoir un vrai impact. C'est d'ailleurs en grande partie ce qui s'est passé, par exemple, pour le Covid-19. D'accord. Et pourquoi justement on est amené à faire soit une deuxième injection ou soit des rappels? Parce qu'on entend souvent ça pour les enfants ou même pour les adultes, de dire attention, faites bien vos rappels pour que ça puisse être efficace. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion de rappel? Oui, bah, du coup, donc, comme on disait, donc, le principe en fait, du rappel vaccinal, pour commencer, déjà, c'est essentiel pour maintenir une protection durable et efficace contre certaines maladies. La raison principale, c'est que donc, je parlais de la mémoire de notre système immunitaire. Ben, c'est un peu comme notre mémoire dans notre cerveau. Elle doit être stimulée donc, par la première dose et puis ensuite des doses régulières de vaccins parce que ça peut s'estomper avec le temps. Donc la mémoire, en fait, le corps, il peut entre guillemets perdre la mémoire. Donc du coup, les raisons principales, ben, c'est l'atténuation de la mémoire immunitaire, c'est ce que je venais de dire. Hein. Le corps, en gros, se souvient mais plus tout à fait de comment réagir. Donc en faisant un rappel, ben, comme son nom l'indique, c'est pour ça qu'on utilise ce terme-là, c'est dire, et n'oublie pas, s'il y a tel agent pathogène, voilà ce qu'il faut faire. Mhm. Il y a également l'adaptation à l'évolution des agents pathogènes. L'exemple typique, c'est la grippe. C'est-à-dire, alors je suis pas un biologiste ni rien, mais en gros, la grippe, comme on dit, on va dire, c'est de- une gamme de microbes, on va dire. Donc, il y a un noyau commun sur toutes les grippes, mais chaque année, ça change, etc. Et donc, il faut adapter
à l'évolution de cet agent pathogène, adapter un petit peu le virus en disant, OK, dans les grandes lignes, tu sais comment ça marche, mais je vais te donner des petits tips sur comment faire pour cette version spécifique. C'était pareil avec le Covid, hein, on parlait des variants. C'est le Oui, même oui, oui, principe. c'est vrai. Avec différents noms, pour le coup. Exactement. Et du coup, c'est également, ça permet avec les rappels d'avoir des protections contre de nouvelles maladies, parce que les rappels, ils permettent de s'assurer que la protection est complète contre les maladies courantes et à chaque étape de la vie. Et également, ce qui se passe, c'est que dans les rappels, euh, ça concerne donc certains virus ou bactéries et des fois on rajoute encore d'autres maladies directement. Moi, j'ai eu un rappel de vaccin il y a quelques mois où des fois, on va rajouter. Donc, comme je disais, donc il y a l'atténuation, l'adaptation et la protection contre de nouvelles maladies. Si je reprends l'exemple du Covid, les rappels qu'on faisait, c'était les deux, l'atténuation, donc les conséquences de l'atténuation de la mémoire immunitaire et l'adaptation à l'évolution des agents. En fait, la comparaison par rapport à l'informatique, pour ceux qui s'y connaissent, est quand même assez pertinente avec la mise à jour, tu sais, des bases de données pour l'évolution des virus et autres. Exactement. Ça fonctionne de la même manière au final. C'est parlant. Tu vois, la métaphore me parle bien. Ok, donc là, on a. Les mises à jour sont des rappels en fait. Et la différence, c'est que là, du Ok. coup, les mises à jour sont potentiellement toutes les heures, tous les jours, etc. Bon, on va pas se faire un rappel vaccinal toutes les heures ou tous les jours, mais effectivement, t'imagines Ah le bah, bordel? avec un petit, sans parler, mais tu te rappelles la mise à jour avec une société à l'époque, ce serait marrant, mais bon, ça pourrait être un petit peu chiant à la longue. Ok, C'est donc ça. là tu nous as parlé des rappels. Avant de basculer sur une partie historique qui me tient particulièrement à cœur, est-ce que tu peux nous citer pêle-mêle quelques petits bénéfices pour les vaccins, Thierry? Bah, oui, bien sûr. Et le bénéfice principal, c'est que les vaccins, c'est un des outils les plus efficaces en matière de santé publique, puisqu'il permet différentes choses, et en particulier une protection individuelle. Forcément, hein, il protège les personnes vaccinées contre une maladie potentiellement grave. Euh, je vais reprendre l'exemple, par exemple, de la rougeole. Je lisais il y a quelques jours, il y a eu en France, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois une dizaine de personnes qui sont décédées de la rougeole en 2025. Ce qui, moi, quand j'entends ça, me dit non, en France, on ne peut pas décéder de la rougeole, et pourtant si. Et c'est parce que ce taux de vaccination continue à baisser, parce que là, par exemple, il n'y a pas de rappel pour la rougeole. D'accord. Et du coup, ça permet aussi une protection collective, puisque du coup, en vaccinant une grande partie de la population, on réduit la circulation de l'agent infectieux, protégeant ainsi les personnes qui ne peuvent pas être vaccinés. Je pense, l'exemple de ta fille, les nouveau-nés, comme tu disais, ce n'est pas avant 3 mois, parce que sinon le corps n'est pas encore assez fort par rapport à ce qu'il va recevoir. Mais les personnes, ce qu'on appelle immunodéprimées, donc des personnes, par exemple, qui font de la chimio, donc eux, du coup, sont immunodéprimés, c'est-à-dire que le corps n'est plus capable de réagir et donc tu as quand même toujours des effets secondaires sur les vaccins, donc on ne peut pas les vacciner, donc elles sont plus qu'à risque. Et donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse immunité collective. Alors, effectivement, hein, tous ces termes-là, je rappelle avec le Covid, parce que c'est malheureusement ce qui a eu il y a maintenant 5 ans, mais comme ça permet de refaire un petit peu le lien. Et puis, du coup, l'éradiction de maladies, j'en parlais un petit peu avec la rougeole, par exemple, la généralisation de la vaccination, ça a permis d'éradiquer des maladies comme la variole, j'en reparlerai juste après, et Ouais. de quasiment éradiquer la polio dans de nombreuses régions du monde. Parce que si tout le monde est vacciné, Eh si oui, le virus ne peut plus se transmettre, il il faut savoir s'éteint. qu'un virus, forcément, il se réduit au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est une des raisons, et je n'irai pas plus loin parce qu'après c'est un débat politique, mais de manière très factuelle, c'est une des raisons du confinement qu'il y a eu pour dire si les gens sont chez eux, par définition, tu ne peux plus transmettre. Et donc, si un virus ne peut plus transmettre et qu'au fur et à mesure du temps, il perd en compétences, du coup, il disparaît. Ouais, 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 on casse la boucle. Moi, je sais que ma femme avait fait un vaccin 3 semaines avant le terme et il nous avait bien spécifié que il fallait pas qu'elle accouche dans les 15 jours qui suivaient, mais que si elle accouchait après les 15 jours, le bébé était aussi vacciné par rapport à ça. Il y a des pré-vaccins, on va dire. Et après, toute la gamme et la panoplie de vaccins est fait au bout des 2 ou 3 mois.
effectivement, mais comme quoi, c'est beau, les progrès de la médecine, et ça permet l'éradication de maladies. Et comme tu l'as dit, je ne savais même pas que tu as encore des gens qui peuvent mourir de maladies maintenant en France, où on se dit c'est peu probable. Donc en tout cas, c'est une belle chose. Mais qui dit un épisode d'Au fait, c'est quoi? On parle quand même de l'histoire, parce que là, tu nous as expliqué effectivement tous les bienfaits et comment fonctionne un vaccin, mais comment on en est arrivé à comprendre et trouver le vaccin, Thierry? Absolument. Et du coup, donc j'ai regardé le côté historique et ça va remplacer un petit peu les anecdotes parce que vous allez voir qu'indirectement, ce sont des anecdotes. Je préfère quand même le dire, âme sensible, s'abstenir parce que là, je vais quand même parler de choses qui, voilà, peuvent être un Arte. petit peu écœurantes entre guillemets, si je peux me permettre. Ok. Donc voilà, je préviens, mais c'est parti. En fait, les prémices, donc c'est avant le XVIIIe siècle et on parle de la variolisation. Donc, c'est du coup qui a été le concept de la vaccination et donc ses racines lointaines. En fait, en Chine et plus tard en Inde et au Moyen-Orient, on pratiquait donc la variolisation. Qu'est-ce que c'était? En fait, c'était de prélever du pus des pursules de personnes atteintes d'une forme bénigne de la variole. Ok, ça va. J'ai prévenu, hein, donc Ouais, après, ouais, ouais, on écoute, pourra pas m'accuser. t'inquiète pas, j'ai les images en tête, c'est très parlant. Eh ben, comme ça, tu vas voir l'étape qui suit. Et du coup, mais tu peux l'imaginer, c'est du coup de l'inoculer, donc généralement par scarification, à des personnes saines. En d'autres termes, c'est j'ai une personne qui a la variole, je lui prends un petit peu de pus, j'entaille une personne saine, je lui injecte dedans. Cadeau. Et Allez, l'objectif, c'était de provoquer du coup une infection légère, donc en se disant, je lui en mets pas beaucoup, donc il n'y aura pas une grosse réaction, pour les immuniser contre les formes mortelles de la maladie. C'était une pratique risquée, mais elle sauvait des vies. Alors risquée parce qu'évidemment, on peut imaginer, surtout avec tout ce qu'on sait maintenant, bon, je pense que le VIH n'existait pas à l'époque, mais dans l'idée, en tout cas, les MST, enfin bon, dans tous les cas, et puis après Tiens, bah, ça fait un lien avec les groupes sanguins. Ça me fait penser, tiens, oui. comme ça je mettrai le lien sur les groupes sanguins et donc le risque d'infection parce qu'on transfère avec un groupe sanguin qui n'est pas le bon, etc. Ça, vous aurez le lien vers l'épisode. Donc, c'était risqué, mais en tout cas, ça marchait. Donc, bah, on sauvait des vies et c'est quand même l'objectif premier. Je suis toujours fasciné, tu sais, de voir à quel point des gens ont tenté des choses qui, pour l'époque, pouvaient paraître folles, qui malheureusement parfois ont peut-être dérapé et généré des drames, mais Bien sûr. avec l'optique effectivement de progresser, parce que nous, on a, on va dire, l'évolution après des siècles, donc on est quand même dans une époque un peu bénie en termes de santé. Je veux dire, Mhm. l'espérance de vie est quand même beaucoup plus importante qu'elle ne l'était. Et je me dis, il y a toujours ces précurseurs-là, et je me dis, c'est toujours incroyable de s'imaginer, de se dire, ils ont quand même compris le concept, au C'est final, ça. et ils l'ont tenté à un moment où bah, on n'était pas sûr que derrière, d'une personne saine, tu la transformes pas en personne malade, voire pire. Exactement. Et alors, tu crois pas si bien dire parce que du coup, fin du XVIIIe siècle, eh ben, il y a la naissance du premier vaccin. Et en fait, ça se fait par un médecin anglais qui s'appelle Edward Jenner en 1796. En fait, et comme souvent dans la médecine, ça part d'une observation, d'une constatation. Et il a observé que les fermières qui contractaient la variole bovine, donc qui est en l'occurrence une maladie bénigne des vaches, donc ça peut être transmis à l'homme, mais il n'y a pas d'effet à ce moment-là pour l'homme. Donc ces femmes qui contractaient donc la variole bovine, en fait, elles ne développaient jamais la variole humaine, qui celle-ci, par contre, comme on en parlait, était mortelle. Donc du coup, ce D'accord. médecin, il a eu l'idée, j'ai envie de dire de génie quand même, parce qu'il n'y a pas de test, Oui, oui, oui. bah, de tester cette observation. Donc un peu comme on expliquait précédemment, mais là du coup c'est un peu plus soft quand même. Quoique, il a prélevé du pus, mais d'une pursule de variole bovine sur la main d'une femme qui était en train de traire les vaches. Donc vous savez qu'elle était infectée, mais donc sans impact pour elle. Et il a inoculé à un jeune garçon de 8 ans, qui s'appelait, j'allais dire qu'il s'appelle, mais bon, je pense qu'en toute logique, il est décédé, Ouais. James Phillips. Et en fait, quelques jours plus tard, l'enfant, il a eu une légère fièvre, mais il a été guéri. Et en fait, du coup, donc la fièvre, c'était la réaction par rapport à la variole bovine, hein, comme ce que nous on appelle maintenant les effets secondaires, par exemple avec la grippe. Et du coup, et c'est là où il faut de nouveau bien s'asseoir.
et c'est là où aujourd'hui ça arriverait quand même plus, mais Jenner, du coup, il a tenté de l'infecter avec la variole humaine, donc celle qui était du coup mortelle, et il s'avère que l'enfant, il n'a pas développé la maladie. Et donc il a appelé ce processus vaccination du mot latin vaca, donc VA2CA, qui signifie vache. Et en fait, du coup, c'est le premier vaccin de l'histoire. Donc pour résumer, il s'est dit, j'ai l'antidote. En tout cas, il imagine avoir l'antidote avec donc la variole bovine. Et c'est le principe des études scientifiques, sauf que c'était beaucoup plus violent comme c'était fait à l'époque, mais de dire très bien, j'ai l'antidote, je l'injecte au gamin, puis, vous m'excuserez le terme, mais je lui balance le virus de la variole humaine, qui est quand même, je le rappelle, mortel, et de dire, et on va voir ce qui se passe. Et effectivement, il s'aperçoit que finalement, le gamin, il n'a rien développé, donc il a trouvé une solution. Il fallait y aller, hein. Bravo à lui, parce que Il faut comme être tu couillu dis, quand même. c'est vraiment une idée de génie et ça a fonctionné. Alors, souvent, quand on parle de vaccin, moi, j'ai toujours entendu parler de Pasteur. Donc, je pense que ça reste quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire, mais je peux pas vraiment te dire dans le détail pourquoi, mais je sais qu'il a compté dans mes souvenirs. Ah ben, clairement, il y a des rues Pasteur un peu partout, des hôpitaux Pasteur, etc. Donc la découverte de Jenner, forcément, comme on disait, elle a été empirique, mais elle a ouvert la voie à des recherches plus scientifiques. Et du coup, c'est le chimiste français, donc Louis Pasteur, qui a révolutionné le concept. En fait, là, il a vraiment fait ça de manière scientifique, c'est-à-dire qu'en étudiant des maladies comme le choléra des poules ou la rage, c'est surtout pour la rage qu'il est connu, en tout cas moi j'ai surtout ça en tête, il a découvert qu'on pouvait atténuer, affaiblir des agents pathogènes pour en faire des vaccins. Et donc en 1885, il a administré avec succès son vaccin contre la rage à un jeune garçon, Joseph Meister, j'imagine que ça se dit comme ça, qui avait été mordu par un chien enragé. Et donc Pasteur ensuite a étendu le principe de la vaccination à d'autres maladies et a posé les bases de ce qu'on appelle donc l'immunologie moderne. D'accord. Et son nom restera dans l'histoire à jamais, en tout cas, pour tous les travaux qu'il a fait. Exactement. Et du coup, pour finir un petit peu cet aspect historique, qui va être moins impressionnant, donc les âmes sensibles peuvent rouvrir leurs oreilles, même s'ils m'entendront pas le dire, mais c'est pas grave. Forcément, l'expansion au XXe et XXIe siècle, après Pasteur, du coup, la recherche s'est accélérée, puisque là, on savait que ça marchait. Autant avant, c'était des tentatives et une confirmation par Pasteur. Donc là, on sait que du coup, on a des vaccins qui peuvent donc soigner et éradiquer des maladies. Donc ça a permis le développement de nombreux autres vaccins. Début du XXe siècle, on parle du vaccin contre la tuberculose, le fameux BCG qui te parle forcément et je ne sais plus sur le calendrier vaccinal quand est-ce que c'est, mais sûr, c'est administré aux enfants. La diphtérie, le tétanos, la coqueluche, et puis au milieu du XXe siècle, on a découvert le vaccin contre la poliomyélite, qui du coup a quasiment été éradiqué dans le monde. La rougeole, c'est ce que j'en parlais, les oreillons, la rubéole, et puis donc d'autres vaccins. Et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, et je finirai avec ça, qu'on cherche toujours, alors malheureusement désespérément pour l'instant, parce qu'on n'a pas trouvé la solution, mais un vaccin, par exemple, contre le VIH, donc le sida. Mm. euh, Imagine si demain, et je voyais des études aussi, par exemple, par rapport à certaines formes de cancer, si demain on serait capable de dire, imagine 2 minutes, tu te lèves demain matin et t'entends à la radio, sur les réseaux ou je ne sais quoi, on a trouvé un vaccin contre le VIH, sous-entendu, on vient, on vous injecte un produit comme on le connaît par un vaccin, et c'est garanti, vous n'avez plus aucun risque de choper le sida. Tu sais, dans le fond, alors, je suis pas un spécialiste, mais quand tu vois sur les 200, 300 dernières années les évolutions j'ai bon espoir et en tout cas je l'espère sincèrement que peut-être pas à notre génération, mais sur de futures générations, on ait encore d'autres maladies qui soient éradiquées. Ça c'est vraiment super important. On avait fait un épisode de mémoire sur le Téléthon, Thierry, je le rappelle aussi, parce que même si on est là sur des vaccins, mais ça peut permettre quand même de parler aussi de l'importance des chercheurs, des dons et du quotidien que l'on peut améliorer aussi auprès des malades. Absolument, et je rajouterai aussi du coup un lien vers l'épisode du Téléthon, tu as entièrement raison.
Ok, bah écoute Thierry, pour moi en tout cas, j'ai trouvé ça passionnant. Merci pour ta présentation. J'ai bien compris, il n'y a pas d'anecdote, ça faisait office d'anecdote. Est-ce que tu as d'autres informations à communiquer ou est-ce qu'on peut passer après le générique pour différentes infos complémentaires? Eh ben non, on va passer au générique. Très bien. Bah, retrouvez-nous dans quelques instants. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Vous me connaissez. Je vais vous parler de X, anciennement Twitter, géré d'une main de maître par Thierry, qui nous a parlé par exemple ce week-end, au moment où on enregistre, nous sommes le 21 septembre, de la journée du patrimoine qui avait lieu hier et qui nous a permis, voilà, qui a permis à des auditeurs un peu de nous découvrir et ça fait extrêmement plaisir. Je te laisse proposer la suite, Thierry. C'est ce week-end en l'occurrence. Donc on enregistre le dimanche, c'est encore la journée du patrimoine. C'est vrai qu'on parle souvent de la journée et c'est un week-end. Mais voilà, effectivement, on essaye de relancer un peu des sujets comme ça. Bah, si vous l'avez déjà entendu ou bien que ou pas, etc. Et ben voilà. Et si vous nous découvrez, je le dis à chaque fois et avec grand plaisir, le plus simple pour savoir un petit peu ce qu'on fait, et ben c'est de vous rendre sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr puisque vous pourrez retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, les liens vers notre chaîne YouTube, puisque tous nos épisodes sont également disponibles sur YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, également notre page Facebook. En même temps, c'est pas compliqué, hein, c'est à chaque fois arrobase au fait c'est quoi. Mais bon, si vous voulez pas le taper, vous avez juste à cliquer. Et puis également, pensez bien régulièrement à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens déjà vers les épisodes dont on parle dans l'épisode, donc, comme là par exemple avec par exemple le Téléthon, mais également notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Aucune obligation, mais voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi. On se fera plaisir de réceptionner ça. Et puis notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!